Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'Avec ou sans accent. Aujourd'hui, on reçoit Ruba Ghazal, que vous connaissez, mais que je vais quand même introduire ce matin. Donc, elle nous fait l'honneur, en fait, d'être au balado aujourd'hui. Elle est députée de Mercier depuis 2018. Elle est co-porte-parole de Québec solidaire depuis l'automne dernier. Mais elle est surtout, en fait, une femme qui est arrivée au Québec à l'âge de 10 ans, qui a appris le français en classe d'accueil et qui est vraiment un enfant de la loi 101. Et c'est pour ça aujourd'hui que je l'invite. Et c'est drôle parce que je lui disais avant de commencer à enregistrer que je l'avais rencontrée, moi, en guillemets, pour la première fois dans le fabuleux documentaire Les enfants de la loi 101, où elle n'était que... Quel âge vous aviez? J'avais 29 ans. J'étais un bébé. Du haut de mes 47 ans, aujourd'hui, je me vois comme un bébé. En fait, le nom du film, c'est Génération 101. C'est ça, c'est le parcours d'enfants de la loi 101, comme moi, qui sont arrivés au Québec, qui parlaient pas le français, qui l'ont appris en classe d'accueil, puis qui ont évolué dans la société bien intégrée, mais aussi en parallèle des étudiants dans les classes d'accueil. C'est un moment fabuleux, là. Ça a été tourné en 2007, alors que je me présentais pour la première fois à des élections pour Québec solidaire en 2007. J'étais bébé, voilà. Vous avez encore l'air toute jeune, donc. Merci. Et puis, tu sais, cette année, je vous ai vu beaucoup dans les médias, justement, sur le dossier de la francisation, hein, parce qu'on sent que c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur, parce qu'évidemment, vous êtes passé par là vous-même, hein. Qui de mieux pour en parler que quelqu'un qui connaît ce parcours-là, tu sais, comme vous. Puis, en tout cas, je commence un peu avec ça, parce que je me disais, je veux pas commencer par la politique, mais je vais quand même commencer avec ça. Très récent. Hier, en fait, on a eu vraiment des annonces du gouvernement qui veut, en fait, je sais pas, c'est pas la nomenclature exacte là, de ce qu'il faut dire, mais qu'il y a un nouveau projet de loi sur l'interculturalité, tout ça, qui est en fait viser une société interculturelle, je pense que c'est un objectif sain et régulier, louable là, pour toute société. Par contre, tu sais, on assiste depuis plusieurs mois, en fait, à des classes qui sont fermées en francisation des immigrants adultes, tout ça. Puis je me disais, mon Dieu, tu sais, le premier vecteur d'intégration, si on ne parle pas français avant d'arriver, ben c'est justement d'apprendre le français. Tu sais, puis là, je me disais, ben comment la francisation semble être perçue vraiment par ceux qui nous dirigent, en fait, comme une dépense. Tu sais. C'est vraiment ce que j'entends, c'est que ça coûte cher, il y a trop de monde, tout ça. Puis je me dis, ben pourquoi on ne voit pas plutôt la francisation comme un investissement? Ah, tellement. Surtout avec le gouvernement de la CAQ. À chaque fois qu'un ministre ou que le premier ministre François Legault ou n'importe qui à la CAQ ouvre la bouche sur l'immigration, il y a toujours une incohérence. Justement, le gouvernement nous dit on veut un modèle d'intégration. D'ailleurs, ça, c'est peut-être un détail, là, mais on va en savoir un peu plus. Ils disent pas dans le projet de loi le mot interculturel, le modèle d'intégration, de l'interculturalisme. Tout ça, c'est pas écrit dans le projet de loi. Donc, ça, on pourra revenir plus tard sur le modèle d'intégration. C'est juste écrit le modèle d'intégration nationale, mais il ne le dit pas, il ne le définit pas. Mais c'est vrai qu'il y a une incohérence, c'est-à-dire qu'au même moment que le gouvernement dépose un projet de loi pour dire qu'il faut intégrer les immigrants avec des beaux principes puis des beaux modèles théoriques, dans l'application, il fait exactement le contraire. Il coupe dans l'intégration. Le socle commun, qu'est-ce qui nous unit tout le monde au Québec ensemble? C'est la langue française. Il y a d'autres valeurs, évidemment, de la liberté, des droits, d'égalité entre les femmes et les hommes, etc. Mais le français, c'est un vecteur d'intégration fondamental. Ne serait-ce que juste pour aller faire son épicerie, ne serait-ce que pour bien comprendre son bail. En pleine crise du logement, c'est important de comprendre ça, de parler avec son propriétaire, de connaître ses droits. C'est fondamental et le gouvernement coupe là-dedans. Après ça, bien sûr, la CAQ
Monsieur Jean-François Roberge se targue bien de dire qu'il coupe. Ce qu'ils disent, c'est que les cours qui sont donnés par les centres de services scolaires dans l'éducation aux adultes, il faut que les centres de services scolaires respectent les budgets, mais nous, on ne coupe pas. Sauf que les budgets ne correspondent pas à la demande. Puis après ça, ils me disent, c'est pas infini le budget. Il y a eu tellement de monde qui sont venus. Ben oui, mais c'est parce que le gouvernement du Québec, puis ça, ils ne le disent pas, mais il faut le répéter, il a fait des efforts pour aller chercher des travailleurs, travailleuses à l'étranger. Il y a des gens qui ont été payés par le gouvernement du Québec, de la fonction publique, pour aller faire le tour du monde. Pour dire le Québec, qu'on appelle, oui. Pour leur vendre le Québec, pour leur dire, venez au Québec. Puis, évidemment, pour qu'ils puissent, ces gens-là, continuer à s'intégrer, on leur demande aussi un niveau de connaissance de français plus élevé. Je veux dire, j'ai pas besoin de vous expliquer ça. Tania, vous connaissez encore mieux que moi, puis les gens qui nous écoutent probablement. Et puis là, le contrat social, il est brisé du côté du gouvernement. On les fait venir, puis après ça, il y a des cours qui doivent suivre, puis ils ont plus de cours. La semaine passée, j'étais à Sherbrooke, où j'ai rencontré des profs qui ont perdu leur emploi en francisation, et des étudiants qui ont perdu aussi leur cours. Et c'est tout leur parcours migratoire qui est mis en question. Le gouvernement de la CAQ, en nous disant qu'il veut s'intégrer par des projets de loi et des principes théoriques, de l'autre côté, il coupe. On se tire dans le pied au Québec. Là, on se tire dans le pied en arrêtant de franciser. Puis là, il y a tellement d'incohérences. Jean-François Roberge, je l'entendais aussi dire hier, il va y avoir des cours d'intégration. Il songe à ajouter des cours d'intégration. Vraiment, là, moi, j'ai envie je vais l'inviter d'ailleurs, je vais l'inviter à venir avec moi dans une classe de francisation, celles qui n'ont pas fermé, et de voir qu'est-ce que les profs font. C'est pas juste des cours de grammaire, puis de vocabulaire, puis de bien parler français. C'est aussi des cours d'intégration. Mais oui, on a tout un pan d'enseignement des repères culturels. Tu sais, on enseigne, par exemple, c'est comment signer un bail, comment trouver un appartement, c'est quoi le marché caché pour trouver un travail, c'est quoi un 5 à 7, c'est qui chez Vigneault. On fait tout en francisation. On a vraiment un pan des repères culturels. Puis là, quand je vois qu'on veut investir dans un nouveau cours, c'est déjà dans le programme de francisation. Tu sais, je veux dire, ça sert à rien de dédoubler des fonds publics. Tu sais, je veux dire, on l'a déjà dans nos cours, on donne ces enseignements-là. Tu sais, oui, évidemment, vous avez dit la grammaire, la lecture, parler français, évidemment, mais une langue et une culture, c'est indissociable. Tu sais, on enseigne les deux, déjà. Absolument. C'était vraiment à n'y rien comprendre. Il coupe puis il veut ouvrir d'autres cours d'intégration. Clairement, il ne comprend pas ce que les cours de francisation font. Moi, quand je suis arrivée au Québec, mes parents sont allés à l'époque, on appelait ça les COFI. Moi, je suis arrivée en 88. Puis, dès le début, ils sont allés, donc, les centres d'orientation et de francisation des immigrants, c'est ça que je pense que ça voulait dire, qui ont été coupés par des gouvernements précédents. Mais je me rappelle, à un moment donné, ma mère, elle aimait tellement ça, y aller. Puis, ils faisaient des sorties aussi. À un moment donné, on fait une sortie, je pense, où, je me rappelle plus c'était où, mais je me rappelle, c'était, je pense que c'était au jardin botanique. En tout cas, j'ai accompagné ma mère, je me rappelle, à ce moment-là, parce que j'avais pas de classe cette journée-là. Puis ils avaient tellement de plaisir, puis ça fait partie aussi de l'intégration et de la socialisation. Un des étudiants qui a perdu son cours me disait, moi maintenant je travaille de nuit et en ayant perdu mon cours, ça fait en sorte que je fais juste dormir, travailler, manger, puis c'est tout. Je suis seule, j'ai pas de famille, je n'ai plus de socialisation avec personne. Donc ça aussi c'est un facteur plus que juste de cours de francisation. En fait, il faudrait dire de cours de francisation et d'intégration des immigrants. Ça serait plus juste. Oui, c'est ça. Puis justement, d'avoir... c'est drôle ce que vous dites parce que les COFI ont été fermés en 2000, en fait. Puis on disait souvent que ça coûtait trop cher. Je retrouve un peu les mêmes arguments, là, 25 ans plus tard. Ça coûtait trop cher puis il n'y avait pas assez de résultats. C'est ce qu'on disait. Alors que, tu sais, on a un bon programme, on aide les gens du plus qu'on peut. Puis, tu sais, évidemment, la partie socialisation, elle est tellement importante. Il y a comme une famille qui se crée dans les cours de francisation, tu sais, autant chez les enfants dans les classes d'accueil que chez les adultes. Souvent, c'est les premières personnes qu'ils rencontrent, en fait. Tu sais, oui, on les connaît au travail, mais des fois, ils travaillent pas encore. Puis, les premiers amis, les premiers contacts, le premier réseau qui se forme, c'est avec les autres apprenants de la classe, les autres personnes dans leur classe. Fait que je trouve ça
ridicule, en fait, de voir qu'on coupe et un milieu social et un milieu d'éducation et un revenu aussi, hein, parce que lorsque les classes ferment, vous le savez aussi, mais on va peut-être le réexpliquer, il y avait une allocation jusqu'au mois de septembre 2024 pour les gens qui venaient en francisation à temps partiel. On a supprimé complètement l'allocation qui était disponible. Et là, les seules personnes qui ont accès à une allocation sont ceux qui étudient à temps plein. Par contre, avec la fermeture des classes, il y a de moins en moins de cours à temps plein. Il y a des ouvertures, on voit des ouvertures, mais souvent des cours à temps partiel. Tout ça fait que les gens n'ont même plus accès à une allocation de subsistance. Puis, lorsqu'on arrive au Québec, c'est sûr que si vous êtes 20 heures par semaine dans une classe ou 15 heures par semaine dans une classe, je comprends que les gens pourraient dire, voyons qu'on va payer pour ça, mais en fait, c'est un investissement parce que cette personne-là, dans 1 an et demi, lorsqu'elle va mieux parler français, elle va pouvoir avoir un meilleur travail, puis contribuer à la société aussi en payant des impôts. Je veux dire, c'est toutes des choses qu'il faut penser. Pour moi, c'est un cycle. Tellement. En fait, tout ce que fait la CAQ et Jean-François Roberge en matière de francisation, d'intégration, c'est stupide. Pour vrai, là, j'ai pas d'autre mot là, que stupide. Puis comme société, là, c'est qu'il faut arrêter de mentir aux gens puis de leur dire on va réduire les immigrants, il y en aura moins, etc. Même si là, le gouvernement coupe des programmes pour en avoir moins, je veux juste rappeler que c'est lui qui est allé beaucoup chercher. C'est lui qui a fait aussi exploser en partie avec le gouvernement fédéral le nombre d'immigrants temporaires. Mais il va toujours en avoir. Peu importe ce que les balivernes que racontent certains politiciens en disant on va en avoir moins, la vérité, c'est qu'on va toujours en avoir besoin de plus de personnes de l'immigration qui viennent, puis ne pas les intégrer comme il faut, ne pas les franciser comme il faut, ne pas investir dans leur intégration et leur francisation. C'est même pas juste les immigrants qui en souffrent, c'est toute la société québécoise. C'est l'avenir du Québec francophone. Donc, l'action du gouvernement va exactement à l'encontre de ce qu'il dit souhaiter d'intégration, puis que les gens s'intègrent à notre société, puis qu'ils se sentent appartenir à la société québécoise. Ils font exactement le contraire et on va en payer le prix. Puis c'est pas juste les immigrants, là. C'est pas juste pour être gentil avec les immigrants. C'est pas juste pour être bienveillant. Moi, je veux qu'on soit bienveillant. Mais supposons que c'est pas ça notre objectif. Si notre objectif, c'est le Québec, puis qu'on n'aille pas vers un déclin tranquille du Québec, mais au contraire de nous enrichir, les actions du gouvernement de la CAQ nuisent au Québec et à son avenir. Oui, je ne saurais mieux dire. Mais on ne lâchera pas, parce que là, ça a l'air négatif. Moi, je vous le dis, là, je ne lâcherai pas le morceau. Je l'ai dit, j'étais dans une entrevue à Radio-Canada à Québec ce matin, puis j'ai dit, moi, je sais c'est quoi l'intégration. Jean-François Roberge, il ne le comprend pas, il ne le sait pas, la CAQ ne le sait pas, puis je vais leur dire c'est quoi. Puis il y a d'autres députés à l'Assemblée nationale qui ont eu un parcours migratoire. Je pense à Alejandra Zaga-Mendez, je pense à Andrés Fontecilla dans notre parti, d'autres partis aussi politiques de d'autres formations qui ont eu un parcours. Puis c'est important qu'on soit présent aussi à l'Assemblée nationale pour sensibiliser ceux qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, qui regardent ça de façon théorique, puis qui voient juste des chiffres, puis qui ne voient pas les humains derrière. Mais moi, je lâcherai pas le morceau, puis je vais continuer, là, je veux dire, je vais être le cauchemar de M. François Legault en matière de francisation. Je vous le dis, là, moi, je pose des questions maintenant à François Legault à la période des questions. J'en ai déjà posé je sais pas moi, peut-être j'en ai posé 6 en ce moment, 6 ou 7, puis j'en ai posé comme 3-4 questions juste en francisation. Fait que je lâcherai pas le morceau. Non, j'espère. Puis, tu sais, on pourrait faire une activité transpartisane aussi. Je vous inviterais, vous et Monsieur Robert, dans la classe, tous les deux, pour rencontrer nos étudiants, rencontrer des gens qui attendent depuis des mois. Cafouillage extrême. Là, nous, on est dans une région où on a reçu un peu vous savez, il y a eu un 10 millions qui a été réinvesti. On s'entend que 10 millions pour plus de 60 CSS, c'est pas énorme. Et on a des étudiants, nous, qui étaient présents chez nous. La classe a été fermée, donc ils sont retournés à la maison. Là, on ouvre une classe et ce ne sont pas les premiers appelés. Donc, ils sont retournés comme à la fin de la liste, puis ils viennent nous voir en présentiel, puis on ouvre des classes, pourquoi on n'appelle pas? Puis nous, on ne peut plus. Tu sais, avant, Francisation Québec, on pouvait intervenir, on pouvait inscrire les gens nous-mêmes. Là, on ne peut plus, puis on doit leur dire tout le temps, il faut attendre le téléphone de Francisation Québec. Pas possible de les rejoindre, toujours vraiment compliqué. Ils envoient des étudiants en conduite dans les écoles. Puis nous, on essaie d'ouvrir des classes parce qu'on a eu des budgets pour en ouvrir. Mais plutôt que d'avoir comme 50 référencements, on en a 14, 15.
Donc, tu sais, c'est vraiment improvisé, là. C'est comme s'ils voulaient décourager les gens pour qu'ils quittent. Je sais pas, j'ai l'air d'une complotiste là, en disant ça, là, mais j'ai l'impression qu'ils y croient pas, puis que c'est ça qu'ils veulent, mais ça fonctionne pas, là, ça fonctionne pas. Puis sur le terrain, tu sais, on les voit, les gens, tous les jours, puis on les accompagne, puis on leur dit, ben, écoutez, on va attendre, on va essayer d'appeler, tu sais, fait que nous, même nous, dans les écoles, on essaie d'appeler avec AFQ, puis je pense que ça a été vraiment une erreur, là, au niveau du gouvernement, comme si on n'avait pas prévu ça, en fait, là, tu sais, comme si toutes les décisions depuis quelques mois en francisation étaient improvisées complètement, puis avec une méconnaissance totale du terrain, là, c'est vraiment... Mais juste pour donner un peu d'espoir aux gens, parce que là, on parle de ça, puis c'est comme, mon Dieu, on dirait qu'on peut rien faire, puis juste moi, je pose des questions, tu sais, moi, je pose des questions au nom de ma formation politique et tout ça. Il y a quand même, il y a le collectif Francisation, avec qui on est beaucoup en contact, moi, c'est, pour ce qui est immigration et francisation, c'est aussi mon collègue Guillaume Cléchivard, notre député à Saint-Henri-Sainte-Anne, qui est en contact avec eux, parce que le gouvernement joue beaucoup sur les chiffres, sur combien on a coupé, combien on a ouvert, et donc on se fait aider aussi pour essayer de démystifier tout ça, nous, avec notre propre équipe de recherchistes, mais aussi avec le collectif. Moi, j'ai rencontré Vincent Vachon, qui avait comme parti ça. Vous êtes plusieurs en bonjour à Vincent, on sait qu'il nous écoute. Bonjour Vincent. Et j'ai rencontré donc quand j'étais à Sherbrooke. Et une des choses que je l'avais dites à la fin, j'étais avec Christine Labrie, notre députée à Sherbrooke, c'est il faut pas lâcher. Parce qu'une des choses que le gouvernement fait, c'est de compter un petit peu sur l'épuisement des gens. Parce qu'un sujet est très, très fort dans l'actualité, puis on sait, hein, avec qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump, c'est ça qui prend tout l'espace médiatique. Mais des fois, on compte sur l'essoufflement de la mobilisation. Mais des manifestations, comme il y en a eu un peu partout, où est-ce que des gens, même des anciens là, étudiants en francisation disaient « on veut qu'il y ait des cours de français », avec des pancartes, c'est très, très touchant que des gens qui viennent d'ailleurs disent « je veux apprendre le français, c'est tellement beau ». Je veux dire, on rêve de ça, c'est ça qu'on a. C'est la société d'accueil maintenant qui doit répondre à leurs besoins et à leurs demandes qui est pour le Québec. Mais ce genre de mouvement-là, malheureusement, avec le temps, peut s'essouffler parce qu'on a l'impression que ça sert à rien. Mais une des choses que moi, j'ai appris depuis que je suis députée à l'Assemblée nationale, c'est à quel point ça a un impact, la mobilisation, dans la rue. Et moi, avec mes collègues, quand on vient pour parler de la francisation, si on est tout seul à chialer à l'Assemblée nationale puis qu'il n'y a personne dans la rue, c'est un petit peu comme un coup d'épée dans l'eau. Mais quand il y a des gens comme le collectif de francisation qui se mobilisent un peu partout pour trouver une façon pour garder le mouvement, ça compte, et le gouvernement peut reculer. Je l'ai vu là, de mon expérience sur plusieurs enjeux, notamment en environnement, dans d'autres enjeux, ça compte, il faut pas lâcher, puis je sais que c'est difficile, mais comptez sur moi, même si ça peut durer encore comme 1 an, il faut pas lâcher. À un moment donné, il peut y avoir des gains qui vont faire une différence. Je tiens à dire aussi que vos collègues des autres partis, tu sais, je pense qu'il y a eu comme un, tu sais, autant Pascal Paradis au niveau du Parti québécois, au niveau du Parti libéral aussi, je pense que c'est un dossier qui mobilise tout le monde, puis je trouve que c'est extraordinaire, en fait, de voir 3 partis politiques qui comprennent, tu sais, exactement où on doit aller en francisation. Puis je tiens à dire, parce que je pense à M. Paradis au Parti québécois qui s'est beaucoup impliqué dans le dossier aussi. Puis oui. Vraiment, là, vous avez fait un travail transpartisan extraordinaire pour ce dossier-là, parce que ça ne doit pas devenir partisan. Non. Tu sais, je pense que la francisation, c'est un dossier qui doit concerner tout le monde. Peu importe ce qu'on pense politiquement, c'est l'avenir du français au Québec, c'est l'avenir de la nation, puis c'est l'avenir des gens qui ont décidé de se joindre à nous. Je suis tout à fait d'accord, tout à fait. On travaille souvent, ça arrive très souvent qu'on fait des mobilisations transpartisanes, où on fait des points de presse à l'Assemblée nationale ensemble. Puis ça aussi, ça porte encore plus quand on le fait. Tout à fait d'accord. Tout à fait. Puis, on va essayer d'aller dans des trucs positifs maintenant après tout ça, parce qu'il y a quand même des positifs aussi. Puis, j'avais envie de parler un peu de votre parcours d'apprentissage du français. Ouais. De revenir à comment vous avez, tu sais, on le sent, vous êtes une amoureuse de la langue, vous en parlez avec passion, tu sais. Vous avez parlé même de votre enseignant, puis je vais le nommer parce que j'allais voir votre photo de Monsieur Gilles, tu sais, puis ça m'a vraiment touchée. Notamment parce que c'est mon métier, puis ma mère est passée par le même processus que vous. Elle a appris le français aussi quand elle est arrivée au Québec quand elle était petite. Puis, de quel pays? De l'Italie. De l'Italie. De l'Italie, donc pas du même coin du monde, mais quand même près de la Méditerranée aussi. On est dans le même coin. Puis,
je voudrais savoir, tu sais, à quel point un premier enseignant comme ça dans votre parcours scolaire au Québec, ça a contribué à votre amour de la langue française. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un enseignant qui voudrait faire ça comme métier? Ouais, c'était fondamental. Moi, souvent, je me rappelle plus de Gilles. C'est Gilles Lachambre. Je sais pas comment le trouver. En tout cas, j'ai essayé de chercher, mais je l'ai pas trouvé. Je verrai, j'irai voir dans l'école où il a enseigné s'ils ont des documents sur lui. Mais ça fait comme, tu sais, en 88, ça fait, c'est quoi, presque 37 ans? Oui. Et je me rappelle plus de cette année de classe d'accueil avec mon prof Gilles que de mes années d'études au cégep ou à l'université, là, juste pour vous dire à quel point ça a été un moment marquant pour moi. Et je me rappelle, on était aussi dans une classe où il y avait beaucoup d'élèves issus du Moyen-Orient, donc on parlait entre nous en français, en arabe dans les corridors. Puis je me rappelle comment Gilles était sévère parce qu'il voulait vraiment qu'on travaille très fort, qu'on écoute la télé. À l'époque, il n'y en avait pas de cellulaire. C'est important pour lui qu'on écoute la télé et des émissions pour enfants en français, puis qu'on en parle dans la classe. Donc, c'est vraiment, c'est quelqu'un, je me rappelle, il y avait d'autres étudiants qui le trouvaient trop sévère, mais moi, je l'aimais beaucoup. C'est vrai qu'il était sévère puis qu'il voulait qu'on apprenne le français, mais c'était quelqu'un aussi d'empathique, qui voulait qu'on se dépasse tout le temps. Puis, il devait avoir des techniques qui marchaient bien avec les enfants. En tout cas, moi, il m'a donné cet amour du français, cet amour aussi de la lecture. Ça prend des gens qui sont passionnés. Puis je l'ai vu aussi quand je vois des profs, même en francisation pour les adultes, à quel point ils aiment, ils sont amoureux, là, je le sentais, là, c'était palpable, de leurs étudiants adultes. Fait que je peux imaginer avec les petits bouts de chou à quel point on peut les aimer. Je me rappelle la première journée, j'étais extrêmement nerveuse. Mais je pleurais pas. En plus, j'étais dans une classe, c'était le 2e cycle du primaire. Avec ma sœur, on était dans la même classe. Peut-être que ça nous rendait plus solidaires et plus fortes. Mais je voyais une autre jeune fille qui était d'origine arménienne. Une enfant, elle rentrait, puis elle pleurait. Puis moi, j'avais juste envie de pleurer. Fait que ça prend aussi de l'empathie, puis on peut pas ne pas être empathique face à des enfants qui comprennent pas ce qui se passe, qui comprennent rien de ce qu'on leur dit. Fait que c'est sûr que ça prend une passion, parce qu'il faut quand même être patient. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression, comparativement à les années 80-90, les parcours migratoires sont encore plus difficiles. C'est des enfants, des fois, qui ont vécu dans des camps de réfugiés, parce que je suis allée dans des classes d'accueil. Moi, je refuse jamais ce genre d'invitation quand mon horaire le permet. Puis il y a des enfants qui ont des parcours encore plus, qui ont vécu des traumatismes, que ce soit des Ukrainiens, des Syriens. Et donc, peut-être qu'il y a aussi un côté encore plus difficile sur le parcours de ces enfants-là. Donc, il faut une passion, un amour, une patience infinie. Mais je veux pas juste qu'on dise que pour être prof, il faut juste compter sur le don de soi. Il faut aussi que ça soit reconnu. Hein? C'est un métier, c'est une expertise. Il faut que ça soit reconnu par le gouvernement. Tout ce travail-là qui est fait avec ces enfants-là ou avec les adultes qui viennent aussi, qui ont un parcours migratoire aussi difficile et qui viennent pour apprendre le français. Il y a cette... c'est au-delà c'est une expertise, c'est une profession. Il faut qu'elle soit reconnue à la hauteur de ce qu'elle est et de ce qu'elle apporte à la société. Mais ça prend quand même cette passion, cette patience, cette empathie. Puis, je pense aussi, ça prend une curiosité. Parce que, mais ça, c'est le métier d'enseignant. On finit par, vous connaissez mieux que moi je ne l'ai pas exercé, on finit par aussi apprendre autant que ce qu'on enseigne. Puis ça doit être tellement, tellement riche. Ça doit être tellement riche. En tout cas, c'est un métier passionnant. Un jour, on fait le tour du monde, en tout cas. Ah oui. Pour pas trop cher. Pour pas trop cher, exactement. Surtout. Exactement. Fait que ça prend de la passion, de l'amour, et ça prend aussi une curiosité, je pense, de l'autre. Puis une empathie qui facilite aussi l'apprentissage quand on vient pour apprendre la langue. Tout à fait. Puis, je veux rebondir sur quelque chose que vous avez dit parce que pour moi, je trouve ça important. Tu sais, vous parliez à quel point il y avait des jeunes qui parlaient la même langue que vous aviez des échanges justement en arabe dans les couloirs, dans la cour de récréation. J'ai vraiment... Comment vous voyez, en fait, vous, l'équilibre entre l'apprentissage du français et la préservation des langues d'origine? Ben ça, c'est une très, très bonne question. Je me rappelle très bien d'un programme qui existait. Ça, c'est plus quand j'étais en 6e année du primaire.
Je veux dire, même si j'étais en classe régulière, mon français était pas très bon encore. J'avais des difficultés en français. Puis je me rappelle que dans les cours, quand c'était la période de français, il y avait un monsieur, moi c'est comme ça que je l'appelle, ça doit être un orthophoniste, ou en tout cas, vous connaissez mieux les experts, un monsieur qui venait dans la classe, et on était 3 élèves qui avions des difficultés en français, et on s'en allait ailleurs dans une classe, et où est-ce qu'il nous apprenait de façon un peu plus détaillée le français. Puis moi, ce spécialiste-là, c'est important, les professionnels dans nos écoles, il y en a de moins en moins, mais moi, ça m'a beaucoup aidé à m'améliorer, même quand j'étais en classe régulière, parce que c'était pas terminé, là, ça prend pas juste une année de classe d'accueil pour devenir très bon en français. Et donc, j'avais besoin d'un soutien supplémentaire. Et je me rappelle que cette année-là, c'est les parents qui le veulent, qui pouvaient le demander. Après les cours de classe, je veux dire, quand on finissait l'école, ben on retournait pas à la maison. On avait des cours d'arabe. Les pellos. C'est les pellos, c'est ça. Programme d'enseignement des langues d'origine. Malheureusement, je pense qu'on prend même plus d'inscription dans ces programmes-là présentement. Là. C'est comme des services qui ont été probablement réduits. Mais oui, c'est un super programme. Puis la personne que vous avez rencontrée, c'est probablement quelqu'un qui faisait du soutien linguistique. Soutien linguistique. Et puis après, dans les cours d'arabe, là, on avait une prof qui nous apprenait l'arabe, parce que je veux dire, moi, même aujourd'hui, là, j'écris l'arabe comme un peu plus, c'est-à-dire je l'écris bien et tout ça, mais pas autant que si j'avais fait toutes mes études, mon parcours scolaire en arabe, mais c'était important. Puis ce qu'il disait aussi à mes parents, c'est que c'est important quand tu apprends une deuxième langue ou une troisième, parce que je parle aussi l'anglais, comme le français, c'est important aussi qu'on continue à bien maîtriser notre langue d'origine. Ça aide aussi à bien apprendre le français, ce qui est pas très logique. Je veux dire, moi, j'aurais pas pensé ça. C'est pas très intuitif. Mais plus vous avez une bonne maîtrise de votre langue première, tu sais, plus vous la connaissez, plus vous connaissez sa grammaire, tout ça, plus vous pouvez faire des transferts dans une nouvelle langue que vous apprenez. Fait qu'on conseille toujours aux parents, justement, de poursuivre l'apprentissage de la langue maternelle, de la langue première, pour avoir un impact positif sur les prochaines langues que les enfants. Tout à fait. Moi, je trouve ça très triste que ça n'existe plus. Surtout que même aujourd'hui, je pense qu'il y a des quartiers où il y a des concentrations encore plus grandes des gens qui parlent la même langue. Hein, parce que moi, j'étais dans ce qu'on appelle le Petit Liban, dans Ville-Saint-Laurent, et il y avait beaucoup d'élèves qui parlaient arabe. Il y avait d'autres, mais il y avait quand même une diversité d'élèves qui parlaient des arméniens, d'élèves qui parlaient d'autres langues plus du asiatique et tout ça. Mais il y avait quand même une concentration. Je pense que cette concentration est de plus en plus importante. Donc, il y aurait une possibilité encore plus grande d'apprendre la langue d'origine, où est-ce qu'il y aurait plus d'élèves qui parlent un peu la même langue d'origine. Donc, je trouve ça très triste et très dommage que ça aussi, ça soit coupé. Oui, on espère que ça rouvrira dans les prochains mois ou prochaines années. C'est un programme qui fonctionne aussi. Hein, donc, il faut le maintenir. Tu sais, vous dites, en fait, c'est quand vous parlez de l'apprentissage, on parle souvent que d'apprendre une langue, c'est vraiment une responsabilité plus individuelle. Comment on pourrait transformer, en fait, cette responsabilité-là en projet collectif au Québec? Tu sais, comment l'apprentissage du français, ça pourrait devenir quelque chose qui n'est pas juste la responsabilité du nouvel arrivant, mais la responsabilité du Québec au complet, en fait. C'est ça, c'est la responsabilité de tout le Québec. Moi, des fois, j'ai envie de dire au gouvernement, par exemple, de la CAQ, de juste la façon aussi qu'on parle du français, la façon qu'on parle des immigrants. Tu sais, ça fait quelques années qu'on a un discours qui pointe les immigrants du doigt. Quand M. Legault dit que avoir autant de personnes issues d'immigration au Québec, on s'en va vers la louisianisation du Québec. Quand il dit que ça menace, c'est un gros mot, le français. C'est sûr qu'après ça, quand tu tournes vers les gens, tu dis, il faut apprendre le français. Eux, ils ont envie de l'apprendre. Mais quand dans le discours public, on dit qu'ils sont une menace, il y en a peut-être, surtout comme des plus jeunes, qui disent, moi, si on me considère comme une menace, mais ça me tente pas trop, là. Oui, peut-être dans les classes de français, je vais l'apprendre, mais après ça, dans les corridors, dans la cour d'école, quand je vais sortir, moi, j'ai pas envie parce qu'on me perçoit comme une menace à cette langue-là, mais j'ai pas envie de la parler. Déjà, juste ça, dans la symbolique, ça a un impact, surtout chez les plus jeunes. Moi, je l'ai senti quand je parle avec des jeunes. Moi, je défends beaucoup le français
partout, je vais tout le temps, je le défends, je dis à quel point je l'aime, à quel point j'aime notre culture québécoise. En français, j'écoute de la musique en français, je regarde la télévision sur nos écrans maintenant, des plateformes francophones. Il y a des jeunes, des fois, qui sont très fiers de voir une femme issue de la diversité, racisée, qui est à l'Assemblée nationale, mais qui, en même temps, me dit, je t'entends parler toujours de la défense du français, mais pourquoi défendre le français, c'est comme être contre les immigrants? Pourquoi ils pensent ça? À cause du discours du gouvernement. Et moi, j'essaie de déconstruire ça. Je le déconstruis, c'est beaucoup de travail. Et c'est pour ça que je continue à dire que défendre le français, c'est compatible avec une ouverture pour l'immigration, mais chez les plus jeunes, ils sont en train, puis moi j'ai vécu par ce processus-là, de construire leur identité comme personne, comme jeune qui est en train de devenir un adulte, de se construire aussi par rapport à nos parents, qui ont une autre culture que dans la société d'accueil, de construire notre identité québécoise. Tout ça prend du temps, c'est complexe, c'est fragile, et donc le discours public est fondamental. Donc moi, avec ma petite personne, j'essaie de tenir un discours positif de défense du français, mais ça prend aussi les élus, ça prend une responsabilité du gouvernement d'avoir un discours positif défendre le français, c'est compatible avec ouvrir les bras vers les immigrants. Fait qu'il y a un aspect comme ça plus de nos élus, des gens qui sont dans les responsabilités plus hautes. Puis aussi, moi je me rappelle d'un Américain qui venait des fois, mais là on parle des États-Unis, ça fait quelques années, qui venait souvent très très longtemps au Québec, puis il avait envie d'apprendre le français. Mais lui, tu sais, je veux dire, c'était un professionnel, il travaillait à distance, puis il aimait beaucoup le Québec francophone, puis à Montréal, il n'y arrivait pas. Il essayait, par exemple, de commander son repas, un café, ça rend le classique. Il parlait en français, il cherchait ses mots, et là, tout de suite, parce qu'au Québec, on aime ça, hein, on est très accueillant. Fait que là, on switchait tout de suite, les gens switchaient, comme on dit en bon français, vers l'anglais. Puis là, ce qu'il a décidé, il m'a dit, mais moi, je vais arrêter de venir à Montréal, je vais aller à Québec. À Québec, les gens parlent moins le français, ils parlent moins l'anglais. Ils parlent plus le français, comme ça, ils vont avoir la patience de me parler aussi en français. Je sais que ça a l'air, c'est comme peut-être un effort individuel. Souvent, on le fait de façon pour être gentil avec les gens, mais de respecter cet effort-là, de parler avec les gens qui viennent d'ailleurs, qui parlent français avec un gros accent, avec difficulté, mais d'être patient avec eux, puis de continuer en français, puis ils vont aimer ça au contraire. Au contraire, ils vont aimer ça. Ça leur donne une occasion de bonifier leur français, tu sais, puis, tu sais, justement, ils pourront pas continuer à le bonifier si tout le monde passe toujours à l'anglais. Puis c'est drôle parce que j'ai enseigné, moi, quand j'étais plus jeune, à la Pocatière, dans un programme d'été. Puis là, c'était en français. Même si les gens pouvaient parler ça en anglais, c'était plus compliqué, là. Donc, tu sais, je pense que c'est une bonne idée, tu sais, mais de l'autre côté, tu sais, il faut aussi savoir que, tu sais, la majorité des gens s'installent quand même à Montréal pour X, Y, Z raisons, mais il faut que Montréal soit aussi ouverte, puis permettre aux gens d'avoir des occasions de parler français, de bonifier leur français, puis c'est comme ça aussi qu'on va enlever l'espèce de séparation eux autres puis nous autres, hein. Tu sais, je pense que plus on va être dans le nous, là, plus ça va être... Puis un autre, je réfléchis à une autre mesure, tous les programmes de pairage là, ou de parrainage entre une personne de la société. Le programme 2 par 2, je pense, qui vient de sortir. Ben, c'est ça. Exact. Il y a des programmes comme ça. Je sais que les organismes aussi communautaires souvent sont à la recherche de gens de la société d'accueil qui viennent être en contact et être en pairage avec des personnes issues de l'immigration. Puis pas, genre, on vient faire du bénévolat pour aller montrer c'est quoi le Québec, puis aider les personnes issues de l'immigration, mais une relation plus égalitaire. Rima El-Khoury parlait d'un organisme qui est dans mon comté, que je connais bien, qui Singa, Québec, où il y avait ce programme, puis souvent, il y a beaucoup d'organismes qui ont de la difficulté à recruter des personnes de la société d'accueil, c'est-à-dire de la majorité, pour aller participer à ce programme-là. C'est très, très difficile. Il y a beaucoup de demandes, mais ça, c'est génial. Quand on n'a pas d'amis, tu sais, moi, je suis devenue une amoureuse du Québec. Oui, grâce à l'école publique québécoise, ça, c'est important, où on fait l'école tout le monde ensemble, où il y avait des jeunes qui s'appelaient des Tremblay, puis des Giroux,
puis en même temps qu'il y avait des jeunes issus de l'immigration. Ça, c'est important à l'école, mais c'est important aussi les gens, le voisinage. Mais des fois, c'est pas facile dans nos sociétés individualisées. Alors, il y a des organismes qui offrent ces programmes-là. Ça aussi, c'est important qu'il y en ait plus, et que ce soit pas juste porté à bout de bras par quelques organismes, par quelques programmes, mais que ce soit institué de façon beaucoup, beaucoup plus forte, ces programmes d'échange et investis par le gouvernement, et non pas juste selon la volonté. Il faut que ça soit, oui, quand il y a des programmes, mais beaucoup plus larges. Il y a une chercheure à l'UQAM, la professeure Mira Derèche, là, qui s'intéresse au jumelage interculturel et linguistique. Puis elle mentionne souvent dans ses recherches que dans le fond, le pairage, il est gagnant pour tout le monde parce que la personne qui va travailler avec qui va aider la personne à parler français va gagner des choses aussi, va découvrir des choses, va s'ouvrir sur le monde. Je pense que en fait, c'est les deux en retirent quelque chose de très positif et que si les gens cherchent à faire du bénévolat, c'est un bénévolat très concret, donc qui est différent, mais on les encourage à le faire. Là, c'est un petit geste, mais qui permet en fait chacun de s'impliquer dans la francisation des nouveaux arrivants. Là. Oui, puis partout dans les régions, il y a des programmes, par exemple, d'intégration. Il y a eu un budget qui avait été donné de régionalisation. Oui, de régionalisation. Mais après ça, des fois, ils savent pas s'ils vont avoir suffisamment d'argent pour continuer, par exemple, les municipalités qui participent à ce genre de programme où il y a des échanges. Puis ils sont tout le temps comme, est-ce qu'on va avoir le financement? Est-ce que le financement va être renouvelé? Donc ça aussi, ça fait partie aussi des choses que la société d'accueil peut faire. Mais il faut que ces programmes-là soient bien financés et qu'ils soient pérennes dans le temps aussi. Tout à fait. Puis qu'on fasse en sorte que les gens, en fait, soient encouragés à y aller, tu sais, pas juste que ce soit compliqué. Donc, j'aurais peut-être une dernière question pour vous. En fait, je me demandais si vous aviez, dans votre expérience d'apprentissage du français, une anecdote reliée au français ou quelque chose de cocasse, en fait, qui aurait pu vous arriver lorsque vous avez appris le français. Peut-être que vous n'en avez pas non plus, là, mais est-ce que vous avez un moment particulier ou une anecdote qui vous inspire encore aujourd'hui ou que... J'ai pas... je sais pas si c'est drôle, mais souvent, je le mentionne, moi, j'étais une amoureuse de Passepartout. Le vrai Passepartout des années 70. Mais moi, quand je suis arrivée, tu sais, j'avais 10 ans, je commençais déjà à être plus vieille pour écouter Passepartout, mais je l'ai écouté comme longtemps par rapport à mon âge, puis je pensais que c'était comme des émissions originales, je savais pas que c'était comme des répétitions à l'époque, mais j'aimais beaucoup ça parce que il parlait lentement, je pouvais comprendre qu'est-ce que Passepartout, Pascaro, Passe-Montagne, les chansons, tout ce qu'il disait. Ça m'a aidé aussi à apprendre le français, le Passepartout original. Je sais pas si le Passepartout actuel, il est aussi plus lent et tout ça, puis qui permet la même chose pour les enfants immigrants. Mais une des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est le générique, la chanson, le thème là, de la chanson qu'on entend Passe-moi ta lime et les papillons, les souliers neufs et les beaux vestons. Donc, fait que ça, à un moment donné, ils l'ont mis dans plusieurs langues, puis c'est arrivé qu'ils l'ont mis en arabe. Et j'étais tellement fière, j'étais tellement heureuse. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai senti... Oui, faudrait que je la retrouve. Je vais aller voir si ça existe. J'ai pas essayé de chercher. Écoute, je vais le chercher tout de suite après notre enregistrement. Mais quand j'ai entendu ça, tu sais, comme quelqu'un d'autre aujourd'hui pourrait dire, voyons donc, pourquoi est-ce qu'on mettrait ça en arabe? Tu sais, je verrais M. Robert, je dire ça. Mais ça a été comme un message. On te veut ici avec nous. Tu fais partie de nous. Le fait qu'on fasse cette chanson-là dans ta langue d'origine, il y avait comme un message d'accueil qui me faisait que j'avais encore plus envie d'apprendre le français. C'est fou, hein? Alors qu'on me présentait une chanson en arabe. C'est comme un message, j'en ai la chair de poule quand j'en parle. On s'intéressait à ta culture, on s'intéressait à toi, là, tu sais. Exact. On montrait, en fait, que la petite Ruba est importante, puis tous les autres enfants étaient arabe aussi. Wow, c'est vraiment... En tout cas, c'est pas drôle, mais c'est une super belle anecdote. Ça remplit mon cœur après les choses négatives qui se passent. Tout à fait. On a besoin de plus de choses comme ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire pour terminer? Est-ce qu'il y a autre chose que ça vous a inspiré? J'ai juste envie de dire à toutes les personnes qui travaillent en francisation de ne pas se décourager, qu'il y a des gens
parmi les décideurs à l'Assemblée nationale qui trouvent que ce travail-là est important dans la société et de continuer. Puis, invitez-moi. Vous pouvez écrire, vous pouvez me trouver facilement dans votre classe, dans vos, pour rencontrer du monde. Le plus que j'ai des histoires humaines, des histoires vraies, que je peux aussi reléguer à l'Assemblée nationale, le plus que le discours sur la francisation va porter. Oui, bien merci. Je suis certaine que tous les enseignants qui nous écoutent vont être très, très heureux d'entendre ces mots-là. Puis merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Ruba. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonne journée. Donc, vous venez d'entendre mon entrevue avec Ruba Ghazal. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Donc, mon objectif, c'était vraiment, évidemment, on a parlé de politique, là, mais je ne voulais pas en parler de façon partisane. C'était vraiment pour avoir quelqu'un, en fait, qui connaît bien le dossier de ce qui se passe en francisation, mais surtout, en fait, je l'ai invitée parce que elle a elle-même vécu le parcours migratoire, l'apprentissage du français en classe d'accueil, en fait, dans une école québécoise. Donc, c'était vraiment important pour moi d'avoir quelqu'un qui pouvait témoigner de ça. Donc, c'est ma première invitée, en fait, qui témoigne de son parcours de francisation et de l'importance, en fait, de ses enseignants de francisation, dont M. Gilles et la personne qui l'a aidé en soutien linguistique dans son apprentissage du français et dans le fait qu'elle est une amoureuse maintenant du français. Donc, c'était vraiment ce que je voulais vous donner comme un super portrait, en fait, de quelqu'un qui, pour moi, est un modèle d'intégration. Peu importe ce qu'on peut penser au niveau politique, là, c'était vraiment pas mon objectif. Et évidemment, si quelqu'un d'un autre parti politique serait intéressé à venir parler de francisation à mon balado, ben je lance l'invitation. Donc, je pourrais renvoyer la balle pour avoir une équité à ce niveau-là, si jamais ça vous intéresse. Donc, vraiment, merci à Mme Ghazal d'être venue. Et peut-être que vous découvrez le balado aujourd'hui avec cette entrevue-là. Donc, si c'est le cas, ben on vous invite à aller écouter... c'est le 17e épisode, hein, donc il y en a 16 autres. Ça nous fera plaisir si vous pouvez découvrir les autres épisodes. Et je prends aussi 2 minutes pour vous faire une demande spéciale, en fait. Donc, je prends 2 minutes pour vous demander 2 minutes de votre temps, en fait, si c'est possible pour vous d'aller laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le balado, hein, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Balado, que ce soit une autre plateforme. Donc, c'est possible pour vous de laisser un commentaire ou de cliquer « j'aime » ou de mettre des étoiles, hein, donc pour nous aider à faire connaître le balado, donc dans cette nouvelle 2e saison, en fait, qui est à son 3e épisode. Donc, je sais que c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment important d'avoir quelques commentaires, quelques rétroactions sur le balado. Donc, gênez-vous pas. C'est aussi un bon moment, en fait, pour me suggérer des nouveaux invités ou encore pour me suggérer des thématiques à aborder. Donc, ne vous gênez pas et je vous souhaite une super belle journée. Encore merci à Mme Ghazal d'être venue témoigner de son parcours de francisation et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt! Merci infiniment d'avoir écouté Avec ou sans accent aujourd'hui. J'espère que nos échanges ont été aussi stimulants pour vous que pour moi et que vous serez à l'écoute pour les prochains épisodes. Avant de vous laisser partir, permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans cet épisode? Quelles réflexions vous ont traversé l'esprit? N'hésitez pas à m'écrire afin de partager le tout avec moi. N'oubliez pas non plus de vous abonner au balado pour ne manquer aucun épisode. Faites découvrir Avec ou sans accent à tous ceux qui partagent nos passions pour ces sujets. Vous avez envie de travailler avec moi? N'hésitez pas à me contacter pour connaître mon offre de service ou visiter mon site web. Au plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. À très bientôt!